À la une de cette édition, l'architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel en préparation. Les experts des 3 pays sont réunis pour faire des propositions au ministre des Affaires étrangères qui se rencontre jeudi à Bamako. Le chef de la diplomatie malienne préside cette réunion préparatoire. Les forces de sécurité de la police nationale se déploient à Kidal. Une première vague est déjà arrivée hier dimanche dans l'Adrar des Ifogas. Sidi El-Medi Ag Al-Baka nous fera le point dans ce journal. Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie, le Mali joue ce mardi en demi-finale contre la France. Le groupe est au complet et ambitionne de passer ce cap, nous signalent nos envoyés spéciaux depuis Surakata. Dans Focus Santé, ce soir, nous nous intéressons à l'oreille et à ses fonctions, précisément aux maladies auditives. Selon l'OMS, si nous prenons bien soin de nos oreilles, plus de 2 milliards de cas de déficience auditive dans le monde pourraient être évités. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h de ce lundi. Le président de la transition a reçu ce matin en audience une délégation de la famille de Oumar Blondin Diop. Elle est venue remercier le colonel Assimi Goïta et le peuple malien pour les efforts en lien à la commémoration des 50 ans de la disparition de Oumar Blondin Diop, un panafricaniste décédé en détention dans des conditions troubles. Nous écoutons Diallo Diop, porte-parole de la délégation au micro de Fousseni Tunkara. Nous avons d'abord tenu à remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour l'accueil et le soutien qui ont été accordés à cette mission que nous poursuivons depuis un demi-siècle, d'obtenir vérité et justice pour la mémoire de notre défunt frère aîné, Oumar Blondin Diop. Ce n'est pas la première fois que le Mali nous accorde ce soutien, mais il est particulièrement fort et significatif à ce tournant que représente le cinquantenaire. Nous avons tenu à remercier le chef de l'État et tout son gouvernement. Mais comme nous lui avons dit, nous ne sommes pas surpris parce que nous sommes une seule et même famille. Et c'est cela qui se reflète dans la conduite du gouvernement malien, qui est un gouvernement patriotique. Et c'est cela que nous devons consolider et élargir pour l'avenir. Et nous avons tenu à féliciter le président de la transition et l'ensemble de l'équipe dirigeante malienne pour l'initiative stratégique, d'importance stratégique que représente l'Alliance des États du Sahel. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un pas qui rappelle un petit peu les conditions dans lesquelles le Sénégal et le Soudan ex-français sont arrivés à l'indépendance. Sauf que les Français ont réussi à saboter la Fédération du Mali et que je ne pense pas qu'ils pourront saboter l'Alliance des États du Sahel puisque sa constitution est une défaite politique majeure pour eux-mêmes qui vient d'être maintenant sanctionnée sur le plan militaire avec la raclée qu'ils ont prise à Kidal. C'est les Français qui ont été défaits à Kidal, ce n'est pas les soi-disant djihadistes. C'est exactement comme la déstabilisation du Sahel avec ce qu'on a appelé le terrorisme est une conséquence directe de l'attentat contre la vie de feu le président Kadhafi et dont nous payons encore les conséquences. Et il a réaffirmé évidemment, mais bon, même s'il ne l'avait pas dit, cela va sans dire, la détermination des autorités maliennes à poursuivre cette tâche qui n'est que leur devoir patriotique et démocratique. Tous les espoirs de l'Afrique de l'Ouest sont placés dans les nouveaux régimes qui ont émergé. Restons à Koulouba. Le personnel de la présidence de la République se soumet à l'exercice de contrôle physique des agents de l'État. L'institution a reçu aujourd'hui les kits d'enrôlement des mains des agents du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. C'était à la direction administrative et financière de la présidence. Fousseni Tunkara. Vous pouvez mettre votre empreinte pour la confirmation. Processus d'enrôlement d'un agent de la présidence de la République dans le cadre du contrôle physique des agents de l'État. L'opération intervient juste après la réception du kit permettant d'assurer ce contrôle à la direction administrative et financière de la présidence. Kit remis par des agents du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. Il s'agit d'une tablette
accompagné d'imprimantes, d'un powerbank pour recharger les tablettes en cas de coupure et des rouleaux d'échange pour éditer les tickets après contrôle physique. Une fois qu'il termine le contrôle physique, il y a l'option d'envoi des données au serveur. Donc on les a formés à ça. Donc après le contrôle physique, tous les jours, ils doivent appuyer sur ce bouton pour nous envoyer les données. C'est un intérêt particulier que l'État accorde à cette opération de contrôle. Elle fait partie des actions clés du processus de refondation du pays. L'intérêt, c'est maîtriser l'effectif, aussi maîtriser la masse salariale. C'est très important en ces temps qui courent. Et une fois qu'on maîtrise l'effectif, on pourra faire de bonnes projections. On pourra aussi mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On pourra aussi faire en sorte que les plans de carrière soient vraiment bien planifiés. Et quand on maîtrise aussi la masse salariale, ça permet de faire de bonnes projections, voir si on peut faire des recrutements, si on peut améliorer les conditions de vie des travailleurs, et aussi réduire le train de vie de l'État. C'est important et c'est un des enjeux majeurs de cette transition. Ce processus de contrôle physique des agents de l'État est piloté par le ministère en charge de la refondation et sa mise en œuvre est assurée par le projet Système intégré de gestion des ressources humaines. Les hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sont en conclave dans la capitale malienne, en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères prévue ce jeudi. Ici à Bamako, les experts des 3 pays de l'AES ont pour mission de proposer au ministre des Affaires étrangères une architecture institutionnelle de l'Alliance et à formaliser les instances au moyen des textes additionnels de la charte. Reportage Mamari Koné. Cette rencontre des experts constitue une étape décisive dans l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. Au programme, l'examen des actes additionnels et des organes statutaires. La situation sécuritaire préoccupante au Sahel et l'absence de solidarité manifestée par certaines organisations internationales et régionales à l'endroit de nos populations a amené les chefs d'État, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général de brigade Abdourahmane Tchani du Niger à mettre en place ce nouveau cadre de coopération qui a pour objectif de promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans la zone du Liptako-Gourma. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de poursuivre la mise en place progressive de l'architecture institutionnelle de cette alliance à travers l'examen des actes additionnels pour les soumettre à l'appréciation des ministres en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. La mutualisation des efforts a permis, selon les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de réaliser des succès significatifs en matière de défense collective. Les 3 pays sont à un tournant décisif de leur histoire et les décisions qui seront prises lors de cette rencontre doivent jeter les bases de l'Alliance des États du Sahel. Durant les 2 jours qui suivent, vous aurez la lourde mais exaltante responsabilité de poursuivre de manière collégiale la réflexion que vous meniez déjà à titre national afin de soumettre au ministre des Affaires étrangères des propositions pour une architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel avec les différents organes à mettre en place et l'articulation entre ces organes et également à travers des mécanismes de fonctionnement et des responsabilités et rôles clairement définis. Dans cette dynamique, je vous invite à formaliser ces instances au moyen de textes additionnels à la charte du Liptako-Gourma. Votre tâche va en outre consister à compléter ce texte constitutif pour intégrer aux aspects de défense et de sécurité qui existent déjà, donc ajouter la dimension politique et diplomatique, mais aussi élargir vers les questions relatives au développement économique dans notre espace commun. Les experts des 3 pays seront répartis en groupes de travail dans 3 sous-comités, à savoir diplomatie et questions institutionnelles, défense et sécurité et enfin les questions de développement économique. Nous attendons de vous des recommandations pour que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pays liés par une histoire, une culture, une géographie
et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler également d'une seule et même voix partout où cela sera nécessaire. Les attentes légitimes de nos populations sont importantes, vous le savez. Elles sont nombreuses. Nous avons une occasion aujourd'hui, malgré les défis auxquels nous faisons face, une opportunité inédite d'apporter une solution appropriée et durable dans cette conjoncture complexe. À noter que la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel a été signée le 16 septembre 2023 par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les résultats des travaux des experts seront soumis au ministre des Affaires étrangères lors d'une réunion le 30 novembre prochain ici même à Bamako. Et la première session du comité de pilotage du projet de résilience urbaine de Bamako s'est tenue aujourd'hui. C'était en présence des ministres en charge de l'urbanisme et du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, non moins président du comité de pilotage. Il s'agit au cours de la rencontre de présenter et valider les documents et de procéder à la planification des activités du projet et le décaissement des fonds au titre de 2024. Boubacar Bablé Touré. Au menu de cette première session du comité de pilotage du projet de résilience urbaine de Bamako-Pruba, la présentation et la validation des documents. Aussi, la planification des activités du projet et le décaissement des fonds au titre de 2024. Ce projet, qui a vu le jour en décembre 2022, est une initiative du gouvernement du Mali. Le Pruba s'inscrit pour l'essentiel dans le contexte de la politique nationale de la ville, adoptée par le gouvernement du Mali en 2014, du document cadre de politique nationale de décentralisation, de la politique nationale de l'assainissement, du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Ainsi, le comité de pilotage, qui est l'organe d'orientation et de décision de ce dispositif, est chargé de fournir les orientations générales sur la politique, la stratégie, le suivi technique, la supervision et la surveillance des activités de mise en œuvre du projet. Financé à hauteur de 168 milliards de francs CFA, ce projet vise l'amélioration du cadre de vie des populations de Bamako et environ. Il est axé sur 6 composantes, parmi lesquelles la gestion des déchets solides, l'amélioration de la desserte en eau potable, l'assainissement et l'hygiène, la prévention des cas d'urgence comme les inondations. Pour la mise en œuvre du projet Pruba, l'unité de coordination du projet prépare chaque année un plan de travail et budget annuel qui est examiné par le CTSP et adopté par le comité de pilotage. Et ce plan annuel est soumis à l'avis de non-objection de la Banque mondiale au plus tard le 30 novembre de l'année N-1 conformément à l'accord de financement. À cet effet, un projet de plan de travail et budget annuel au titre de l'année 2024 a été produit par l'unité de coordination du projet en rapport avec les services techniques concernés de l'État et examiné par le comité technique de suivi du projet lors de sa première session. Au cours de la session, les membres du comité ont eu droit à une présentation de certaines activités mises en œuvre dans le cadre du projet et des recommandations de la session 2022. Autre rencontre, cette fois-ci sur l'énergie, évaluer les activités menées et dégager des perspectives. C'est l'exercice auquel se livrent les membres du comité de pilotage du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali. Au menu, le rapport annuel 2023, le plan de travail et le budget annuel 2024. Reportage Sokona Kamisoko. Le projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali PASEM a été conçu pour faciliter le transport et la distribution de l'électricité sur les réseaux de la Société Énergie du Mali. C'est pour mieux coordonner les activités sur le terrain que les responsables du projet se concertent à la faveur de leur 7e comité de pilotage. Nous sommes en train de finaliser des travaux de renforcement de ces postes-là pour améliorer la capacité d'enlèvement d'énergie pour pouvoir être distribué. Nous avons eu à travailler sur le renforcement du réseau de distribution et en travaillant également sur les pertes techniques. Nous avons eu à renforcer également le réseau de distribution et à étendre la desserte
de l'électricité à d'autres quartiers qui n'étaient pas électrifiés. Nous sommes en train de finaliser notre DAO principal qui va lancer la construction d'une ligne haute tension qui va traverser la ville de Bamako, de Balengue jusqu'à Kodjalani. Ces activités menées sont conformes à la mission principale du projet. Il s'agit d'améliorer la qualité du service et de faciliter l'accès à l'électricité à toute la population malienne. Le taux d'exécution physique des activités engagées est de 72%. La réalisation de ces activités a permis des avancées majeures à travers l'acquisition et la pose de 43 postes de distribution d'une puissance totale de 14 mégas, ainsi que la rénovation et la construction de nouvelles lignes de distribution pour une longueur totale de 210 km. Au-delà d'un simple projet d'infrastructure, le PASEM est une vision globale visant à garantir une efficience opérationnelle accrue pour EDM SA. À l'issue de ce comité de pilotage, des recommandations doivent être formulées pour réaliser efficacement les activités du projet. Le projet, qui s'étend sur 5 ans, est financé à hauteur de près de 92 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Parlons à présent du fleuve Niger, ouverture des travaux de la 6e session ordinaire du comité de pilotage du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. Les participants se sont penchés sur le rapport d'activité 2022, les résultats obtenus et les perspectives pour 2024. Aliou Abdoulaye Touré. Le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger est une initiative du gouvernement du Mali et son partenaire financier, la Banque mondiale. Il a été conçu pour réaliser des démonstrations d'aménagement fluviaux dans le delta intérieur du Niger. De sa mise en œuvre en 2019, le projet a obtenu d'importants résultats. Nous avons pu équiper la Comanave d'un bateau pour le dépannage de ces embarcations. Nous avons pu réhabiliter des quais au niveau de Massina et de Diafarabé. Nous avons engagé une opération de dragage du tronçon Massina-Diafarabé. Nous avons conduit une étude de bathymétrie et pour la première fois en République du Mali sur l'ensemble du delta intérieur de Massina à Aka à la sortie du Debo. En dépit de ces résultats, quelques difficultés ont été constatées dans la mise en œuvre du projet. C'est essentiellement la question sécuritaire. Il va de soi aussi de parler de la question de la crise politique, parce qu'il y a eu des suspensions à un moment donné et qui n'ont pas permis au projet de travailler pendant évidemment ces périodes de suspension. En termes de perspective, le projet de réhabilitation économique environnementale nourrit de grandes ambitions. Nous avons pu développer un autre projet qui couvre beaucoup d'autres secteurs en dehors du fleuve Niger, mais le fleuve Niger étant le noyau principal pour près de 150 millions de dollars qui a été signé, dont la convention de financement a été signée le 7 juin dernier. Et nous sommes en train de préparer pour ce projet aussi une autre phase. D'un coût global de 14 milliards de francs CFA, la clôture du projet est prévue pour juin 2024. Parlons maintenant élevage. Le comité d'orientation et de pilotage de projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 et le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali viennent de tenir leur session ordinaire. Il s'agit pour les membres du comité de valider les plans de travail et les budgets annuels de 2024. Reportage Daouda Kone. Je déclare ouverte la 3e session du comité d'orientation et de pilotage du PRAPS 2 Mali et la 6e session de celui du PADEL-M. C'est donc parti pour les travaux des membres du comité d'orientation et de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 PRAPS 2 Mali et du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali PADEL Mali. Ils vont analyser, amender et approuver le procès verbal de la session précédente et valider les plans de travail et les budgets annuels de 2024. Pour le PRAPS 2, c'est vrai, nous avons eu des difficultés à démarrer. De façon globale, le bilan, en tout cas, on a atteint plus de 50%. Pour le PADEL-M, c'est vrai, c'est un projet finissant.
En termes d'exécution financière, on est à plus de 80% du PTBA. Et ces 80% vont être considérablement améliorés. Le budget annuel de 2024 du PRAPS 2 Mali est estimé à un peu plus de 9 milliards de francs CFA et pour le PADEL Mali, un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Vous constatez en fait que le PRAPS 2 Mali et le PADEL M interviennent en complémentarité et en synergie sur le terrain, en s'inscrivant tous dans la loi d'orientation agricole, la politique de développement agricole et le plan national d'investissement du secteur agricole. Le PRAPS 2 Mali vise à améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Le PADEL Mali, quant à lui, renforce la productivité et la commercialisation des produits d'origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées en donnant la capacité aux pays de ces zones d'intervention de répondre aux crises, catastrophes et urgences, entre autres. Pour l'ouverture des travaux de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, la réhabilitation d'une vingtaine d'établissements pénitentiaires à travers le pays, l'acquisition de 15 ordinateurs sont entre autres faits réconfortants, enregistrer un bilan qui ne doit pas cacher les défis. De Ségour, Ramata Konaté, Karamoko Traoré. La sécurité pénitentiaire, facteur de paix et de cohésion sociale, c'est le thème de la 7e édition de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Il est non seulement un thème d'actualité, mais aussi suffisamment évocateur quant à l'importance de la mission assignée à l'administration pénitentiaire. En effet, toute société a droit de se défendre contre les menaces qui peuvent affecter le corps social, d'où qu'elles viennent. Cela inclut les individus qui, par leur comportement, constituent des dangers pour les membres de la société, pour leur propre sécurité et la sécurité de leurs biens. Une rencontre au cours de laquelle des progrès et difficultés durant l'exercice écoulé seront présentés. Par rapport au bilan écoulé, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, parce que nous sommes parvenus à exécuter le bilan, les activités jusqu'à 95%. Nous avons réhabilité plus de 15 à 20 établissements pénitentiaires avec nos partenaires techniques et financiers. Doter nos établissements pénitentiaires de moyens roulants. Nous avons pu les doter de matériel de bureautique et informatique. Les difficultés majeures auxquelles on était confrontés, c'est qu'on devait construire des maisons d'arrêt. On n'a pas pu les construire parce que c'est dû à des contraintes budgétaires. Notre appui à cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, le programme PROSMED, mis en œuvre par le PNUD conjointement avec ONU-FEMM et qui bénéficie de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires, dont l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le Fonds des Nations Unies de consolidation de la paix. Le programme a en outre continué son appui au renforcement des capacités de gestion des acteurs judiciaires et pénitentiaires à travers la formation de plus de 400 personnels, dont 100 agents pénitentiaires, et la continuation de l'appui à l'informatisation du système pénitentiaire à travers le système Agiderm. Aussi, des communications et panels se tiennent durant 3 jours sur l'alimentation des détenus, la gestion des évasions, le respect des droits de l'homme en milieu carcéral, entre autres. Autre temps fort de cette édition, la récompense des 3 meilleurs établissements pénitentiaires, Banamba première place, Bougouni deuxième et Koutiala troisième. Une manière d'encourager le service public bien rendu en milieu carcéral. Fin de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne dans la région de Bougouni. Cette visite a permis au ministre d'échanger avec les jeunes, aussi de s'enquérir de l'état des infrastructures sportives et de divertissement de la région. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a pour objectif d'écouter la jeunesse et de s'enquérir de l'état du stade de ITA de Bougouni. Cette première étape a permis au ministre d'échanger avec la jeunesse de Bougouni en plein air et à bâton rompu sur les difficultés de l'heure, à savoir entre autres le chômage des jeunes, le manque d'infrastructures sportives et de divertissement. À toutes ces questions, le ministre a donné des réponses. Il faut reconnaître que c'est un stade qui a été construit il y a très longtemps et qui a certainement besoin peut-être de rénovation. Il y a beaucoup de choses à faire ici et je pense que ce serait pour le bien. Mais bon,
Nous verrons au moment opportun, peut-être avec les plus hautes autorités, selon les priorités bien entendu, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre de ces stades-là. J'ai compris que la jeunesse ici au niveau de Bougouni est une jeunesse qui est très active. Également, c'était pour moi le lieu de rappeler un peu une des grandes échéances par rapport à une action phare que nous souhaitons mener, qui sont les états généraux de la jeunesse. La deuxième étape de cette visite a concerné le cercle de Yamfoula, où le ministre devrait inaugurer la maison des jeunes en chantier depuis près de 15 ans. Malheureusement, cette inauguration s'est transformée en une visite de chantier car le constat est amer. J'avoue que, arrivé sur place, on a changé un peu le programme. Parce que la maison des jeunes qui devait être inaugurée n'est pas terminée. Donc j'ai décidé de ne plus inaugurer la maison des jeunes. Je pense qu'à ce stade aujourd'hui, il ne faut plus qu'on fasse de la simulation. Quand quelque chose n'est pas bien fait, ce n'est pas bien fait parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Les infrastructures appartiennent à l'État, aux communautés et dans ce cas-là précisément aux jeunes aussi et aux collectivités. Donc à ce stade-là, il nous faut avoir des infrastructures de qualité. À rappeler que la jeunesse constitue le socle du développement d'une nation. Les forces de sécurité de la police nationale se déploient à Kidal. Une première vague est déjà arrivée hier dimanche dans l'Adrar des Ifogas. Ils sont plus de 200 militaires de la police nationale en attente de déploiement. Le point avec Sidi El Medi Ag Al-Baka. Le déploiement de la police nationale et de la protection civile dans la ville conquise de Kidal. Objectif, renforcer la présence des forces armées et de sécurité maliennes et assurer le maintien de l'ordre en 8e région. Première vague d'un effectif de plus de 200 éléments qui vient de déposer ses valises en terre malienne de Kidal. Nous sommes bien arrivés à Kidal et là nous sommes ici au Mali parce que Kidal fait partie du Mali. Et nous avons été désignés pour vraiment représenter les plus hautes autorités à Kidal, venir servir cette population malienne. Et sous le leadership de nos autorités, nous allons servir ces pays avec discipline, courage et loyauté. Nous sommes prêts vraiment à faire les sacrifices pour que la paix revienne et règne sur toute l'étendue du territoire du Mali. Nous sommes bien arrivés à Kidal. Toute la protection civile de Kidal est présente. Toute l'équipe est présente sous le leadership de nos plus grandes autorités. La mission, c'est la protection des personnes, les biens et de l'environnement. Nous sommes là pour mener cette mission et nous allons la mener à bon port. Les deux arrondissements de Kidal, la direction régionale de la police, mais aussi les commissariats de Tessalites marqueront aussi leur présence. Ceci est une bouffée d'oxygène pour les populations de Kidal. La meilleure nouvelle de cette semaine-là, c'est une très bonne chose parce que vraiment, on en a un grand besoin ici. Après tout ce que nous avons subi, notamment les cas, c'est de même prêts à soutenir et à aider la police pour ramener la stabilité, la protection des personnes et de leurs biens. Ce processus va se poursuivre avec les retours de la gendarmerie nationale, la garde nationale, l'administration, mais aussi tous les services sociaux de base de Kidal. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, l'ambassade de la République du Mali à Rome se réjouit de la reprise de la ville de Kidal par les femmes. Elle rend un vibrant hommage à l'ensemble des forces de défense et de la sécurité du Mali dans leurs efforts à ramener la paix et la sécurité sur tout le territoire national sans exclusive. Ainsi, l'ensemble du personnel de l'ambassade de la République du Mali à Rome ainsi que la communauté malienne de la juridiction expriment leur profonde gratitude à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées et au gouvernement pour leur ferme détermination à restaurer l'intégrité territoriale du Mali et de
et restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. Dans la cité des Askia, la coopération allemande à travers la GIZ vient de remettre des kits scolaires d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA à 900 élèves. Le geste s'inscrit dans le cadre de l'appui aux personnes déplacées internes et aux populations hautes des communes de Gao et de Gounzoureï. Reportage Aliou Idrissa Meiga. C'est la salle de rencontre du Centre d'animation pédagogique de Gao qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de plusieurs kits scolaires au profit de 900 élèves de 5 écoles fondamentales de Gao. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'appui aux personnes déplacées internes et aux populations hautes des communes de Gao et de Gounzoureï. Depuis 2012, le Mali est touché par une crise multidimensionnelle affectant de nombreux ménages et ayant occasionné de déplacer en masse des populations, particulièrement dans les régions du nord et du centre du pays. Pour atténuer les souffrances des PDI et réduire les impacts négatifs au sein des populations, ces 900 kits scolaires d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA sont offerts aux enfants déplacés des écoles de Sosopera, Château Extension, Bagoundje et Kadi Bungoumari. Chaque kit est composé de sacs d'écoliers, de cahiers, de livres, de matériel de géométrie et d'ardoises. Je tiens à magnifier ma gratitude à notre généreux donateur, la GIZ, à travers le programme Projet de décentralisation et de bonne gouvernance. Pour les bénéficiaires, je tiens à dire que bon usage soit fait. Grande est ma joie d'être à cette table pour procéder à une remise symbolique des matériels répartis entre le fondamental de la première à la 6e année. La GIZ entend mener d'autres actions de ce genre dans les jours à venir. Une délégation de la mine d'or de Fekola et le GIE, les Amis de la Nature, viennent de visiter les sites qui avaient subi des dommages lors de la construction de l'usine. Les sites ont été réhabilités. Moriba Keita nous en dit plus. Dans le cadre de son activité de réhabilitation environnementale, la mine d'or de Fekola, en partenariat avec le GIE Amis de la Nature, a organisé une visite dans les zones réhabilitées qui font 70 hectares pour s'enquérir de l'évolution des activités menées. Dans le programme de réhabilitation, les espèces de la zone, ce sont ces mêmes espèces-là que nous allons planter. Après la phase projet, ces espèces-là seront utilisées par la population. Donc il y a les baobabs. Et normalement, les baobabs, à 7 ans déjà, ça va commencer à faire des fruits. Il y a les caïcédras. Avant le début des opérations, ici, c'était une vraie forêt, la galerie. Et donc, les efforts de réhabilitation doivent aller dans le sens de rapprocher ou recréer cet état naturel qui a été perturbé par nos activités. Cette année, en 2023, les efforts ont été concentrés sur environ 37,5 hectares. Afin d'anéantir la poussière, chaque année pendant la saison sèche, un produit à base de sucre et de l'eau est donc utilisé sur les routes. Ce produit vient du Canada. Désormais, chaque année, en début de la saison sèche, donc nous commençons l'épandage de ce produit-là sur les routes à l'intérieur de la mine, où cette année, nous avons environ 5 km de routes à faire à l'intérieur de la mine et les routes d'accès aussi à la mine qui fait environ 14-15 km et aussi les routes communautaires. Opérationnel depuis 2018, le coût des activités de réhabilitation de la mine d'or de Fekola se chiffre à plus d'$1 million, soit 600 ou 700 millions de francs CFA. Dans la Venise malienne, plus de 4000 personnes vulnérables et 60 coopératives ont été appuyées par le projet inclusif dans la région de Mopti. L'information a été donnée au cours du comité régional de concertation du projet tenu dans la 5e région. Les détails avec Boubacar Sankari. Ce comité régional de concertation du projet inclusif a pour but de faire le bilan de l'état d'exécution du PTBA, programme de travail et du budget annuel 2023, et de présenter le PTBA 2024 de l'antenne régionale du projet inclusif. Pour la composante A, on a appuyé plus de 4000 personnes démunies en 2023 au niveau de la région de Mopti. Pour la composante B, on a appuyé plus de 20 coopératives pour la
contractualisation simple et 40 coopératives pour la contractualisation 4P. Pour 2024, on compte consolider les coopératives appuyées depuis le départ jusqu'à maintenant. Au cours de la rencontre, il sera question aussi de recueillir les amendements, suggestions et recommandations des membres du comité pour le bon déroulement des activités du projet. Nous sommes très satisfaits de ce bilan et aujourd'hui le comité va se réunir pour approuver le PTBA 2024 où la coordination du projet s'est montrée beaucoup plus ambitieuse rien que pour apporter assistance à cette population de la région de Mopti qui en a fort besoin. Le projet inclusif est une initiative de l'État financée par le FIDA, le Canada et le Royaume de Danemark. Il vise à accroître l'inclusion financière des petits producteurs et des petites et moyennes entreprises agroalimentaires au Mali. Les acteurs en charge du projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables en partenariat avec la Cité des enfants de Bamako ont célébré la Journée mondiale des droits des enfants. Le but de la dite journée est de protéger et promouvoir les droits fondamentaux de chaque enfant, particulièrement les enfants déplacés internes et les réfugiés. Fantama Magnatao, compte rendu. Le 20 novembre est déclaré Journée internationale des droits de l'enfant. Un temps fort que se charge de la mise en œuvre du projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali. PAPSE GIZ, en partenariat avec la Cité des enfants, célèbre chaque année. La dite journée est l'occasion de rappeler que chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement sûr, entouré d'amour et de soutien. Les personnes déplacées internes, les réfugiés et les communautés hautes vulnérables partagent ce même idéal pour leurs enfants. En tant que membres de cette grande famille humaine, nous avons la responsabilité commune de travailler main dans la main pour garantir que ces rêves soient vraiment considérables. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs du domaine de l'enfance pour renforcer leur engagement envers les droits des enfants en général et c'est les enfants déplacés internes et réfugiés en particulier. Je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun et chacune d'entre vous pour le soutien continu en faveur des droits de l'enfant au Mali. La protection de l'enfant a toujours été une priorité des plus hautes autorités de notre pays. Chères autorités, je fais appel à vous aujourd'hui, car je me présente devant vous pour porter la voix des sans-voix. Alors, comme message, nous les enfants, nous voulons être instruits. On veut la paix et la cohésion sociale. On veut être à l'abri du danger. Nous voulons de bonnes conditions sanitaires. On veut l'égalité. Pour que nous soyons maîtres de notre propre destin. Le PAPSE est un projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali. Il est mis en œuvre par la GIZ et mandaté par la coopération allemande. Il intervient dans 4 régions du Mali, à savoir Ségou, Mopti, Kaye, Gao et dans le district de Bamako. Autre journée mondiale, 17 661 consultations hors garde et 11 250 prestations de soins infirmiers sont des chiffres communiqués lors de la célébration de la journée mondiale du diabète ici à Bamako. La commémoration de cette journée mondiale du diabète vise à informer et sensibiliser davantage la population sur la dite maladie. Reportage Benoko Fofana, Mahamadou Sidibé. Le diabète, maladie incurable. En célébrant la journée mondiale dédiée à cette maladie, l'Association malienne de lutte contre le diabète sonne l'alerte pour toutes les victimes et le reste de la population. Des stands de dépistage contre le diabète ont été installés pour la circonstance au centre de Banantoukoro. Cette journée, c'est toujours à l'endroit des malades du diabète. Et c'est une reconnaissance, un effort pour nous, les administrations, au niveau de la santé, du ministère de la Santé, des structures en lien avec la santé, comme le Centre de lutte contre le diabète. À travers l'Association malienne de lutte contre le diabète, nous travaillons au quotidien pour aider les malades du diabète à supporter bien leur mal. Au cours de cette année 2023, le Centre de lutte contre le diabète a engagé des résultats significatifs en matière de prise en charge des personnes vivant avec le diabète. Dans le cadre de la prise en charge des personnes vivant avec le diabète ou à risque du diabète, le Centre de lutte contre le diabète a enregistré
Du 1er janvier 24 novembre 2023, 17 661 consultations hors garde, 11 250 prestations de soins infirmiers, dont 10% des patients à pathologie critique à sévère sont gardés en observation pour une durée de 2 à 3 semaines. 2932 tests aléatoires de glycémie. Cette journée de célébration a été mise à profit par l'association internationale Lions Club Bamako-Sigui de renouveler son engagement pour les diabétiques en tant que premier partenaire. Je suis particulièrement fier de vous informer qu'avec tous les Lions Club du Mali, nous vous accompagnerons dans le combat quotidien contre le diabète. Suite aux engagements renouvelés, Lions Club Bamako-Sigui a remis des médicaments et matériels médicaux à l'Association malienne de lutte contre le diabète. Quant au club Babani Koné, il a remis à son tour des kits sanitaires. Le premier forum des médias africains sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition s'est tenu à Lomé, au Togo, du 21 au 23 novembre dernier. La rencontre qui a réuni une soixantaine de journalistes venus de 3 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ambitionnait d'amener ces derniers à mieux sensibiliser les populations sur les défis liés à la survie de l'enfant. La synthèse des travaux du forum avec notre envoyé spécial à Lomé, Oumar Moussa Traoré. Santé infantile, vaccination et nutrition, voilà le triptyque au menu des 3 jours du premier forum des médias africains que la capitale du Togo vient d'abriter. La soixantaine de journalistes se réunissent au sein du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Cet abrévé de connaissances sur ces thématiques très déterminantes dans la survie de l'enfant africain. La soixantaine de journalistes réunis au sein du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Cet abrévé de connaissances sur ces thématiques très déterminantes dans la survie de l'enfant africain. Ils se sont donc engagés devant les États et les partenaires comme l'UNICEF à s'impliquer davantage dans la lutte contre les maladies infantiles ainsi que dans la promotion d'une meilleure couverture vaccinale et d'une bonne nutrition des enfants devenir notre continent. Ce que nous avons appris aujourd'hui, nous allons justement l'exploiter sur le terrain et demander justement aux populations et particulièrement à nos autorités de nous assister, mais aussi surtout de mettre à la disposition des populations des vaccins, des intrants pour que les enfants puissent être vaccinés. Ce premier forum du REMAPSEM a permis d'améliorer le partenariat entre cette association de communicateurs et des organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant. L'association a profité de la cérémonie de clôture pour décerner plusieurs prix a envie d'encourager l'engagement des journalistes et des pays dans les domaines de la santé et de l'environnement. Notre pays a remporté le premier prix Michel Sidibé du nom de notre compatriote ancien ministre de la Santé pour son engagement dans le domaine de la sensibilisation sur les questions de santé. Je suis vraiment émue ce soir d'avoir remporté le premier prix décerné au pays. Ce forum, franchement, si on n'avait pas choisi cette thématique, j'allais demander aux partenaires de mettre l'accent là-dessus. Parce qu'à ce 21e siècle, il n'est plus acceptable qu'un enfant, après la naissance, décède avant d'avoir célébré ses 5 ans. Ce n'est plus acceptable qu'une mère, en donnant la vie, meure. Ce forum désormais institutionnalisé, c'est Kinshasa qui abritera l'édition de l'année prochaine. Et dans Focus Santé, cette semaine, nous nous intéressons à l'oreille et à ses fonctions, précisément aux maladies auditives, l'entretien, surtout l'impact des écouteurs et autres bruits sonores qui nuisent à cet organe de sens. Selon l'OMS, si nous prenons bien soin de nos oreilles, plus de 2 milliards de cas de déficience auditive dans le monde pourraient être évités. Koumba Sissé et Yacouba Kone. L'oreille est un organe qui permet à l'individu d'entendre des sons. Elle joue également un second rôle qui est peu méconnu par la population. L'oreille fait partie des organes qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibration de l'être humain à travers une partie postérieure de l'oreille interne qu'on appelle le vestibule.
Donc c'est essentiellement ces deux rôles que l'oreille joue. Il faut savoir que l'oreille a trois parties. Une partie externe que tout le monde voit, qui constitue le pavillon, et le conduit auditif. Une partie moyenne qu'on appelle l'oreille moyenne et une partie interne qu'on appelle l'oreille interne. Si l'oreille est atteinte d'une anomalie, cela peut jouer sur la qualité de l'audition. C'est pourquoi Zoumana Sako s'est présenté à l'hôpital pour une consultation. Car cela fait un bon moment, il a une sensation bizarre au niveau de ses oreilles. Je me suis réveillé avec du bourdonnement et cela fait un mois. Jusqu'à présent, ça continue et cette réaction joue sur mon audition. La fonction d'écoute de l'oreille, elle peut être atteinte et donner des maladies qui sont propres à cela. La fonction d'équilibre de l'oreille peut être également atteinte. Toute maladie de l'oreille est importante. Dans la petite enfance, on voit généralement les enfants font des otites, par exemple, et il y a des écoulements, mais qui passent inaperçus. L'oreille va écouler et donner du pus qui sort de l'oreille. Les infections et autres nuisances sonores, comme le bruit des machines à moteur, sont des facteurs qui favorisent les maladies de l'oreille. C'est 3 chambres consécutives. Donc chacune de ces chambres peut être atteinte. Donc les infections, qui peuvent être bactériennes, qui peuvent être fongiques, virales. Et on peut avoir les cas de traumatisme, on peut avoir des malformations, on peut avoir des problèmes de vertige qui sont surtout dus lors des accidents qui donnent des fractures au niveau de l'oreille et voilà, qui peuvent être la cause de la baisse de l'audition, de la cause de la perte de l'équilibre. Autre facteur qui endommage l'appareil auditif, le port des écouteurs et du casque. En portant longtemps un écouteur, vous allez fermer le conduit auditif. On doit laisser l'espace intérieur de l'oreille externe libérer son cérumen tranquillement. Une fois que vous augmentez le volume de certains écouteurs, vous allez exposer l'oreille à ce qu'on appelle le stress auditif. Et ce traumatisme peut être momentané, comme ça peut être permanent et s'aggraver. Ce que les gens ne savent pas, il y a environ 1 milliard de jeunes adultes qui sont exposés à des déficiences auditives d'ici 2050, uniquement à cause de la mal-utilisation des casques ou des écouteurs. Dans les causes infectieuses, la prise en charge, c'est surtout médicamenteux. Dans un premier temps, si c'est des otites, il faut gérer par des antibiotiques, il faut gérer par des antalgiques, il faut gérer souvent par d'autres traitements adjuvants. Concernant l'entretien des oreilles, il faut savoir qu'elles s'auto-nettoient. L'utilisation du coton-tige peut les endommager fortement. Nous voyons que beaucoup utilisent les cotons-tiges ou autres là, c'est à proscrire. Ce n'est pas indiqué. Parce que l'oreille externe produit des choses qu'on appelle le cérumen, qui est produit dans l'oreille, qui protège l'oreille. Il y a des cils dedans et la peau qui est dedans, elle est fine. Une fois que vous commencez à utiliser le coton-tige, vous enlevez le cérumen, vous entraînez des inflammations au niveau du conduit, des bactéries qui sont là, qui sont nos amis, qu'on appelle le commensal en temps normal. Une fois que vous mettez une brèche au niveau de l'oreille, ça peut entraîner des infections. Selon les analyses, la plupart des maladies de l'oreille peuvent être évitées. Environ 2,5 milliards de personnes actuellement, selon l'OMS, font une déficience auditive qui peut être évitable dans la plupart des cas. Pour éviter les déficiences auditives, n'importe quelle douleur ou autre signe étrange au niveau de l'oreille mérite un examen médical. Prenons soin de nos oreilles. Du football, Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie. Le Mali joue demain mardi en demi-finale contre la France. Le groupe est au complet et ambitionne de passer ce cap, nous signalent nos envoyés spéciaux Koji Sibi et Sidi Bodibo Dambeli. C'est une équipe malienne qu'on devrait retrouver plus libérée face à la France au compte de cette demi-finale. Il est vrai que les jeunes Français n'ont jusque-là pas encaissé de but. Et le Mali sera la 3e équipe africaine que la France croise au cours de cette compétition après sa victoire devant le Burkina Faso en poule et le Sénégal lors des 8e de finale. Ces statistiques ne sont pas de nature à donner la faveur des pronostics à l'équipe de France, loin s'en faut. Seules les réalités du terrain compteront pour l'issue de cette rencontre. Pour ce qui concerne les forces en présence, le Mali semble plus armé avec une équipe au collectif mieux houlé et plus offensif que son adversaire. Jusque-là,
14 buts marqués, 2 encaissés côté malien, 8 buts marqués, 0 encaissés côté français. Les protégés de Soumaïla Koulibaly sont hyper motivés à l'idée d'aller jusqu'au bout dans cette compétition. Cela passe par battre les cadets français. Ça va, l'équipe se porte bien, le groupe va bien. Comme le capitaine l'a dit, nous aussi nous sommes le Mali, on est là pour ça. On va tout faire pour rendre fiers nos parents et le peuple malien, Inch'Allah. On a des encadreurs qui sont passés par ces chemins, ils nous disent des choses pour qu'on puisse passer le stress. Le groupe est au complet avec le retour de l'attaquant Mamadou Doumbouya, dit Messi. L'encadrement technique a davantage travaillé ces derniers jours à rendre l'équipe plus efficace devant les buts. Mali-France, c'est donc ce mardi à partir de 12h, heure de Bamako, à Manhattan Stadium. Voilà un match à suivre sur les antennes de l'ORTM. Bonne chance aux Aigles cadets. À retrouver désormais dans nos librairies cette nouvelle parution intitulée « Les maximes de Salimata Doumbia, la mère vertueuse et l'ange de lumière ». Son auteur est Ousmane Samaké. Dans cet ouvrage, l'auteur rend un hommage à sa maman pour l'éducation réussie. Le livre vise à préserver les valeurs traditionnelles de la langue maternelle bamanankan et à fournir un guide pour ceux qui cherchent la vérité, l'évidence et la connaissance. C'était l'essentiel de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, même plateau. D'ici là, prenez soin de vous.